Bonsoir, bonsoir, bienvenue à tous. Nous sommes ici dans Psychanalyse pour tous. D'ailleurs, je veux profiter de ce début de ce direct pour souligner à ceux qui nous suivent sur YouTube, à partir de YouTube, qui découvrent les vidéos à partir de YouTube, que ces directs ont lieu sur Facebook. Sur Facebook, donc Clémence Lenis, psychanalyste. Vous avez le direct le mardi à 21h, pour ceux qui sont intéressés, qui ne veulent pas attendre le YouTube. Et pour faire partie des bonsoirs, Geneviève, bonsoir, Alice, bonsoir, Saïd, bonsoir, Néléa, bonsoir, comment allez-vous? Jean-Loup, bonsoir. Nous sommes donc bien là pour un nouveau sujet ce soir, pour un nouveau sujet. Marlène, bonsoir, Nathalie, bonsoir, Felipe. Comment ça va, Felipe? Alors, donc, Estelle. Donc, j'en profite, Aïcha, bonsoir, pour vous rappeler que donc nous avons notre canal Patricia, Daniela, Stéphanie, que nous avons notre canal de YouTube, Clémence Lenis, Nathalie, Fifi, bonsoir, Martine, bonsoir, Lila, bonsoir. Donc, nous avons notre Marie-Laure, notre canal de YouTube, Clémence Lenis. Nous avons Instagram, Lenis Clémence. Hélène, bonsoir, Laura, Morena, Katia, bonsoir. Et nous avons aussi Psychanalyse et Poésie dans Telegram. Sophia, bonsoir. Sonia, pardon. Nadia, Annick, bonsoir. Mohamed, bonsoir. Catherine, comment allez-vous? Samy, bonsoir. Cécile, Nathalie, bonsoir, comment allez-vous? Chris, Hakim, bonsoir. Alam, Matala, Pasquale. Bonsoir, Cindy, bonsoir, Drizia, bonsoir. Vous allez bien? Donc le sujet de ce soir, donc avant de continuer comme ça, aussi direct, je vous rappelle que je m'appelle Clémence Lenis et que je suis psychanalyste de l'école de poésie et psychanalyse Grupo Zero. Et que ces directs sont une initiative de l'école de poésie et psychanalyse pour la diffusion de la psychanalyse. Voilà pourquoi il existe cet espace qui s'intitule Psychanalyse pour tous, avec une approche. D'ailleurs, c'est tout un travail qui a été réalisé par le directeur de l'école, Miguel Oscar Menaza, un travail qu'il a réalisé pour que la psychanalyse, alors Anan, bonsoir, je ne sais pas si c'était son objectif, mais en tout cas ce qu'il a réalisé, plutôt c'était Youssef, bonsoir, c'est une psychanalyse, choix de vie, bonsoir, plus Nathalie, oui, Arnaud, une psychanalyse plus proche des gens. Céline, bonsoir. Non, une psychanalyse plus proche des gens et pas aussi Paola, bonsoir, pas aussi, on va dire, à cette complexité, non, que certains montraient que Freud est complexe, mais qu'il est accessible, qu'on peut comprendre, et que c'est un chemin où on peut petit à petit. Est-ce que quelqu'un a eu un souci pour se connecter ou il n'y a que moi? Nabila, bonjour. Donc, je dis pour avoir la possibilité, parce qu'effectivement, la psychanalyse, c'est quelque chose de très complexe, parce que l'être humain est infiniment complexe. Tifa, bonsoir. Donc, c'est pour ça, et que pour rentrer dans cette complexité, ben voilà, nous avons ces espaces de psychanalyse pour tous. Karine, Pascal, Isabelle, bonsoir. Asna, bonsoir. Ces espaces de Geneviève, Saba et Nathalie, bonsoir. Ces espaces donc de psychanalyse pour tous, pour avoir un contact, non, que ce n'est pas quelque chose d'hermétique qui appartient à que la psychanalyse, bonsoir Carlos, n'appartient pas à une certaine population assez sélecte, on va dire. Donc sinon que non, que la psychanalyse parle de nous et elle nous intéresse tous. Elle nous intéresse tous. Donc aujourd'hui, j'ai mis comme titre le pouvoir de l'écoute. J'ai mis comme titre le pouvoir de l'écoute, mais on va voir que peut-être que plus que le pouvoir de l'écoute, on va voir qu'il s'agit plutôt de le besoin de l'écoute, de la nécessité de l'écoute, du désir de l'écoute. Alors on va commencer ce direct aujourd'hui en faisant référence, pour ceux qui connaissent déjà, au rêve de Irma.
Ah, bah, vous voyez donc venir discuter avec un psy. Nabila, le pouvoir de l'écoute. Donc, quand Freud va écrire donc dans l'interprétation des rêves, il va nous présenter ce premier rêve qui est dans le premier chapitre, ou enfin dans le deuxième chapitre de la méthode de l'interprétation. Il va nous présenter le désir d'être écouté. Le désir d'être écouté. Donc, le désir et le besoin, moi je dirais, dans le besoin dans le sens où ça fait partie de quelque chose de nécessaire à l'être humain, de pouvoir, ça fait partie pour l'être humain, hein, de quelque chose de nécessaire. Donc dans le rêve de l'injection de Irma, comme on dit, alors attendez, si j'ai l'impression que, on va dire, le pouvoir de l'écoute, effectivement, soir. Donc Daniela, le désir de s'écouter dans le silence aussi. Bah oui, mais c'est pas l'exercice, ce n'est pas de s'écouter. L'exercice, c'est de parler. Non, justement, je ne veux pas parce que sinon, j'ai pas besoin de l'autre. Si c'est le désir de m'écouter, non, c'est le besoin d'être écouté et avec une écoute tout à fait particulière. C'est ça qui va déterminer cette possibilité de pouvoir parler d'une façon différente. Non. Et Yamina, bonsoir, parce que parler, s'écouter parler, c'est limiter la parole. C'est énormément limiter la parole. Non, on parle d'une écoute active, effectivement. On parle de ça, Sonia, d'une écoute active, Aïcha. Non pas attentive, c'est une écoute active. De la même façon, on va dire que l'écoute en psychanalyse, elle est au même niveau, on va dire, que la proposition qu'on fait aux patients avec l'association libre. C'est-à-dire que l'association libre, Annie, bonsoir, il ne s'agit pas de dire n'importe quoi, Muriel, savoir s'écouter tel que se présenter autant que se satisfaire. Marie, bonsoir, Titrite, écoute, Gélena, bonsoir, Sonia, donc, de la même façon qu'on va demander aux patients une association libre, c'est-à-dire la possibilité d'observer ce qui nous passe par la tête et de le transmettre, hein, de la même façon, il va y avoir une écoute, on va dire, libre, c'est-à-dire une écoute active, mais qui est orientée. J'apprécie le silence en séance, me laisser le temps du rien. Donc, Racha, bonsoir. Alors, on va faire, par exemple, parce que la psychanalyse, non, c'est pas obligatoirement. Alors, Salma, bonsoir. Donc, on va voir. Bon, alors, moi, je continue avec ce que j'avais plus ou moins pas préparé, parce qu'on va, pour reprendre un peu le début, non, quand Freud va nous raconter, va nous écrire, va nous présenter un de ses rêves. Et en fait, c'est un rêve qu'il a rêvé pour nous, le rêve de l'injection d'Irma, pour nous, pour ses lecteurs, pour le futur, pour inaugurer, on va dire, cette méthode d'interprétation qu'il va nous présenter dans le premier chapitre de l'interprétation des rêves. Tala, bonsoir. Non, Lacan dit que c'est le rêve des rêves. Donc, dans le sens où c'est un exemple, écoutez, des repose sur un certain nombre de règles. Donc, tolérer le silence est aussi écouter, ne pas juger. Allez-y, Clément, je vous écoute comme toujours. Donc, on va lire. Donc, et qu'à partir de ce premier chapitre sur l'interprétation des rêves, bien évidemment, c'est ce qui va permettre ces premiers instruments, on va voir, ces premiers instruments qui vont permettre de déchiffrer les clés, non pas les clés du rêve, sinon les clés de notre fonctionnement psychique. Parce que, rappelons-le, Freud ne s'intéressait pas spécialement aux rêves, c'est qu'il a pris les rêves comme exemple pour nous montrer comment fonctionne l'appareil psychique, parce que du début à la fin de son œuvre, ce que Freud nous présente, c'est le fonctionnement de l'appareil psychique dans toute sa complexité. Et c'est pour ça que ce rêve, c'est un fait historique, un moment, on va dire, historique, au début donc, du XXe siècle, où jusqu'alors, il n'y avait pas encore de possibilité ni de savoir de quoi il s'agissait quand on parlait d'appareil psychique, ni de savoir, de connaître l'étiologie de ces processus psychiques. Alors quand on parle des processus psychiques, bien évidemment, on parle des processus psychiques normaux, parce que Freud il s'intéressait principalement, Mokran, bonsoir,
Il s'intéressait aux processus normaux, pas à la pathologie. Mais il s'est rendu compte qu'en fait, en regardant un petit peu sur la pathologie, en se orientant l'étude sur la pathologie, en fait, la pathologie, c'est comme une sorte de loupe. Elle nous montre une exagération d'un fonctionnement. Hein. Rappelez-vous qu'on parle souvent qu'en psychanalyse, il s'agit de quantité. Quand on parle de ces processus psychiques, on parle de quantité d'utilisation des différents mécanismes qui sont à notre disposition. Hein. Donc, avant le rêve d'Irma, il n'existait pas donc la possibilité ni de connaître ces processus psychiques et ni de pouvoir les modifier, de modifier les processus inconscients réprimés et du sujet, en fait, d'avoir cette possibilité. Nidal, bonsoir, Simo, bonsoir. Et donc, Freud, dans cette méthode psychanalytique qu'il va présenter dans l'interprétation des rêves, les rêves parlent de notre inconscient. Les rêves parlent de nous, parlent de nos désirs. Hein, les rêves parlent de nous. Muriel, Jung, par rapport à Freud, sait nous présenter du plus normal qui soit. Alors, dans l'interprétation des rêves, dans cette méthode psychanalytique, Freud, ce qu'il va donc montrer dès le départ, il va privilégier l'écoute. L'écoute, on va dire, sans intervention qui ne soit pas nécessaire, sans de désintervention pour rien. Fabienne, bonsoir Fabienne. C'est un plaisir de vous retrouver. Comment allez-vous Fabienne? Bon, alors, et donc dans le récit du patient, et ce qu'il va nous dire, il va nous parler, bonsoir Irène, il va nous dire que le récit du patient, c'est le texte sacré. C'est un texte sacré, c'est-à-dire que tout ce que dit le patient est considéré comme un texte sacré. Sacré dans le sens où on ne va pas chercher à dire si... je vous en prie Fabienne. Donc, on ne va pas chercher à savoir si c'est vrai, s'il ment. On va prendre le texte tel quel et ça va être notre base pour travailler. D'accord? Le texte, c'est pour ça qu'on l'appelle le texte sacré. Et il va nous présenter ce texte sacré dans l'interprétation des rêves à partir des récits des rêves. Gabriella, bonsoir. Donc, et parce qu'on va voir que quand on parlait donc de ce besoin pour l'être humain d'être écouté, dans le sens où en fait, ce besoin pour l'être humain d'être écouté, parce qu'en fait l'être humain il parle tout le temps. Il parle tout le temps même quand il n'ouvre pas la bouche. C'est-à-dire qu'on va parler avec nos gestes. Yvan, bonsoir, Fatia, bonsoir. On va parler avec nos gestes, avec nos manières de choisir, quand on fait un choix, avec nos indécisions aussi, on parle, avec nos symptômes, on parle, c'est-à-dire avec tout ce qu'on fait, on parle. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas échapper à ce langage dans lequel nous sommes arrivés comme êtres humains, nous sommes arrivés, tchan tchan, bonsoir, nous sommes arrivés, une des fonctions du rêve, non, c'est le gardien du sommeil, c'est pour maintenir, non, c'est pour maintenir le sujet endormi. Mais on voit que de temps en temps, on a des rêves d'angoisse qui nous réveillent. Mais bon, donc, et donc face à cet être humain qui parle sans arrêt, même quand il n'ouvre pas la bouche, il parle, il a besoin de quelqu'un qui fasse le travail de l'écouter. Parce que quand on va parler avec des amis, quand on va parler à droite, à gauche, ce qu'on fait, non, ce n'est pas exactement parler dans le sens où il n'y a pas, premièrement, il n'y a pas d'association libre. Est-ce que le secret de thérapie analytique est l'interprétation des rêves des patients? Je ne comprends pas, fait-il la question. À quoi est due l'insomnie? Je crois que j'ai fait une vidéo, Céline, sur l'insomnie. J'ai dû en faire une. 90% de la communication est non verbale, dit Chanson. Mais ça, on ne parle pas de communication. Quand on dit parler, non, comme Daniela disait, on peut parler devant son miroir sans qu'il y ait personne. Donc, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas obligatoirement de la communication. La communication, c'est-à-dire que je veux dire quelque chose à quelqu'un, mais parler, ça, c'est pas obligatoirement dirigé à quelqu'un à la personne que j'ai en face de moi. À qui je parle quand je parle? À qui je parle?
Parce qu'il y a un discours effectivement qui va se faire dans ma vie quotidienne, et après, il y a ce que je vais dire en séance. Hein. Donc, là on dit l'interprétation des rêves de Freud, on parle des idées de conscience refoulées. L'interprétation des rêves, dit Freud, c'est une réalisation de désir. Ou plutôt, il va dire c'est comme une réalisation de désir, dans le sens où c'est une réalisation de désir, mais dans l'appareil psychique. C'est-à-dire que notre appareil psychique, il travaille tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Non, se parler à Aïcha, se parler à soi-même, c'est imaginer une personne. Non, en général, on ne se parle pas à soi-même, c'est pas très intéressant. Sinon qu'on imagine, on a toujours un fantasme, un quelqu'un à qui on parle. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas besoin obligatoirement que l'autre soit là. Donc l'écoute fait partie de la cure analytique. Exactement, Hakim. C'est un des points importants. À travers les gestes, le langage du corps, les expressions. Non-verbal représente une communication même envers nous quand on est seul, non? Mais quand on est seul, on parle à des fantasmes. Non, parce que c'est toujours dirigé à quelqu'un. L'être humain, il ne peut pas se parler à lui-même. En plus, je fais une analyse sans pratiquement jamais rêver. Parler en séance est une parole. Un symptôme est une parole. Il n'y a pas que les rêves. Alors qu'il n'y a pas que les rêves. On va parler des rêves parce que Freud, il a commencé par les rêves pour montrer que comme nous rêvons tous, que c'est un phénomène normal, qui est considéré comme normal. Donc il va dire, nous allons prendre cet exemple du rêve pour voir qu'après, les symptômes vont se produire de la même façon que vont se produire un rêve. Mais les rêves, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Excusez-moi, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc ce que Freud il va découvrir avec ses patients et qu'ensuite il va voir avec les personnes normales, il va dire, en fait c'est la même chose. Il se passe la même chose chez une personne normale que chez une personne qui présente des symptômes. Il dit, c'est que les tendances ou les désirs sexuels infantiles qui ont été réprimés n'ont pas disparu. N'ont pas disparu. C'est-à-dire qu'ils demeure et il continue à être actif d'une certaine façon, dans le sens où il va y avoir toujours, parce que ce matériel, Marilyn, bonsoir, ce matériel qui a été réprimé, en fait, c'est une énergie. C'est une énergie qui est disponible et qui veut absolument s'exprimer, et qui veut arriver dans la conscience pour s'exprimer. Dans la conscience de la personne, donc la personne, elle se rend compte, mais elle se rend compte du résultat du travail. Elle ne se rend compte pas d'où c'est parti. Et donc en fait, ce que fait le sujet, c'est qu'il va utiliser n'importe quelle autre représentation que la conscience va tolérer pour se manifester. C'est-à-dire que face à un désir intolérable pour le sujet, de façon intolérable, de façon psychique, on va dire, non, de façon psychique, Najette, le moi va venir interrompre cette possibilité de sortir à la conscience pour passer ce qu'on appelle la censure. Et pour passer la censure, il va devoir s'associer, cette énergie va s'associer à une représentation, donc comme je disais, tolérable par la conscience, pour que le sujet, donc c'est pour ça qu'il y a des manifestations dans la conscience, il y en a beaucoup, l'expression des symptômes est le sujet d'aujourd'hui d'une certaine manière, dans la mesure où l'écoute s'étend au-delà de la parole finalement, je pensais que c'était l'écoute. Alors je ne comprends pas tout ce que vous dites, Salma, que c'était l'écoute dans la pratique de l'analyste particulièrement. Donc dans l'analyse, bien évidemment, il y a d'un côté l'écoute qui est importante, pourquoi? Pour que le sujet apprenne à mettre des mots sur des choses qu'il ne connaît pas de lui-même. Nadine, bonsoir. C'est-à-dire que de pouvoir apprendre à parler pour parler de choses dont il n'avait jamais parlé, qu'il ne savait même pas qu'il existait en lui. Et c'est ça, c'est-à-dire de mettre, et ce qui va être intéressant, c'est pour ça que simplement parler en analyse, c'est quelque chose déjà qui produit des effets, dans le sens où le fait de pouvoir mettre des mots sur certaines choses, ça libère énormément d'énergie, comme je crois que je le faisais remarquer dans la vidéo de mardi dernier, où je soulignais le fait de pouvoir dire certaines choses m'empêche de les faire. C'est-à-dire de pouvoir... Myriam, bonsoir. L'inceste pourrait-elle être une expression du refoulement? Qu'est-ce que c'est l'inceste?
qu'est-ce que vous entendez par inceste? Parce que l'inceste, il n'a pas disparu. Non, que je veux dire que l'inceste, c'est une interdiction. C'est une interdiction à respecter. D'accord? Donc, ça fait partie d'une loi. Ça fait partie de la loi de l'appareil psychique. Parler, c'est la moitié de la thérapie. Donc, parler, ça fait partie. Donc, c'est la moitié de la thérapie, toujours en pensant à cette possibilité de l'écoute. Parce qu'on ne parle pas de la même façon quand on est avec un professionnel ou quand on est avec un autre, quand on commence une analyse ou quand ça fait déjà 3 ans qu'on est en analyse et donc on a commencé un petit peu à avoir un petit peu plus de flexibilité, à oser dire des choses sans penser qu'il faut les réaliser tout de suite. Non? Sans penser à le réaliser tout de suite. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Je peux parler sans avoir besoin de passer à l'acte. Et ça, c'est un grand apprentissage. C'est qui fait partie, non, de cet apprentissage, de cette possibilité. Donc, on disait que donc le fait non, quand on parlait donc de cette énergie inconsciente qui va s'allier, s'unir à une représentation tolérable, bonsoir Sabine, à une représentation tolérable par la conscience, c'est quelque chose qu'on va voir qui a lieu, donc principalement dans, c'est quelque chose qu'on va pouvoir observer dans une situation bien évidemment analytique, c'est-à-dire dans le champ que marque la psychanalyse, où quelqu'un parle librement, associe librement en transfert avec ce psychanalyste, ce professionnel préparé pour ça, et qu'il va donc pouvoir, mais le non-dit cache les douleurs du passé, cache la vérité. Alors, penser que la vérité se trouve dans le passé, Fatia, ça c'est des idées avant Freud. Rekia, bonsoir. On va voir que la manière, la pensée, si en le pensant parler, on passe à l'acte généralement. Alors je ne comprends pas Irène. L'inceste, c'est lié au respect de la loi. En fin de compte, c'est le refouler. Bonsoir professeur, bonsoir à tous. L'inceste, non, on va dire que le complexe d'Oedipe, c'est un mécanisme de répression, bien évidemment. Donc le sujet ne s'en rend pas compte. Donc il a réprimé tous ses désirs sexuels, infantiles, bien évidemment, et nous sommes tous passés par là, et que tous ces désirs ont été refoulés pour tout le monde. Après qu'il y ait d'autres gens, non, que des cas, mais il faut, les cas particuliers, il faut les écouter, on va dire, les écouter en analyse. Donc il va dire que la pensée inconsciente, la manière de s'exprimer, n'y a-t-il pas un sens de symptôme à retrouver dans ce qui a été refoulé dans l'inconscient? Non, parce que le symptôme, on va dire, l'interprétation du symptôme, Alice, en fait, ça va produire l'inconscient. C'est-à-dire que sans psychanalyse, l'inconscient, c'est un concept théorique. C'est avec la psychanalyse qu'il existe la possibilité d'une production de l'inconscient. C'est quelque chose qui va se produire par l'interprétation. Donc la pensée inconsciente, dans l'inconscient, l'inconscient a une manière de s'exprimer, il va être régi, cette pensée inconsciente va être régie par des processus qui sont complètement différents des processus qui existent dans la conscience. Ça n'a rien à voir. Et en plus, la conscience ne connaît absolument pas aujourd'hui, grâce à Freud, on peut connaître les mécanismes qui ont lieu dans l'inconscient ou la manière de cette énergie, non, on dit que l'inconscient c'est ce réservoir des pulsions, cette énergie, non. Et on est où? Je suis un peu perdue. Donc, l'inconscient, il va nous dire une particularité de l'inconscient, c'est que justement l'inconscient n'est pas associé à des mots. Hein? Donc, n'est pas associé à des mots. C'est-à-dire que l'inconscient n'a pas les qualités psychiques pour être capté par la conscience. C'est-à-dire que la conscience, elle n'a pas la possibilité, pas les instruments. Et l'inconscient n'a pas les instruments, n'a pas les qualités non plus pour qu'il y ait communication entre ces deux instances. Donc, il y a impossibilité de communication. On va dire que l'inconscient, tant qu'il n'est pas
interpréter, en fait, c'est de l'énergie, simplement de l'énergie. Hein. Donc, les désirs inconscients, donc infantiles, ont été réprimés. Ils exportent leur énergie sur d'autres idées, sur des souvenirs qui sont donc possibles d'exprimer. Donc, ils vont s'unir à des mots, là, et qui vont, grâce aux mots, traverser la censure, non, comme une frontière. Donc, ils vont se déformer, comme je le disais, ils vont s'unir à des représentations tolérables par la conscience pour arriver à la conscience. Donc en fait, tout ce qui nous produit, tout ce que nous produisons aujourd'hui, tout ce que je parle, ça vient de cette énergie du désir sexuel infantile réprimé. À chaque fois. Non, c'est pas que les symptômes, sinon que, on va dire, tout ce que fait l'être humain, en fait, vient de cette énergie. Mais tant que nous passons pas à la psychanalyse, tant que nous ne passons pas par le divan, comme on dit, nous ne pouvons pas savoir de quoi il s'agit. Donc nous savons que c'est une énergie qui est là, mais le reste, on ne peut rien savoir. Donc, et il y a une censure. Comment est représentée l'écoute dans le désir de l'autre? Je ne comprends pas la question. Pourquoi Lacan disait l'inconscient est structuré comme le langage? Bon, ça c'est un autre sujet, Paola, d'accord? Parce qu'en fait, nous sommes tombés dans un monde de langage. Il est structuré comme un langage, mais ce n'est pas le langage. D'accord? C'est une structure de langage. On va dire que c'est quelque chose de différent. Hein? Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les mots. Il y a un autre type. Non? Il y a, que peut-on dire sur la logothérapie? Joe Winston. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pouvez dire, vous, parce que moi, je ne peux rien en dire. Donc, on va dire que la censure, elle a lieu, non, donc pour déformer, pour s'associer à une idée tolérable par la conscience, parce qu'il existe la répression. Et qu'en fait, la répression va avoir lieu à chaque fois qu'il va y avoir quelque chose qui va produire du déplaisir dans l'appareil. Et on avait vu que le déplaisir, c'est en fait une augmentation de la tension. Donc à chaque fois qu'il y a une augmentation de la tension, la répression se met en marche pour éliminer ce matériel que la conscience ne va pas tolérer. Non, et c'est-à-dire qu'il travaille pour ce qu'on appelle le principe de plaisir. Le principe de plaisir. Non, et donc, tout ce qui va apparaître dans la conscience, c'est du matériel déformé, hein, des représentations, des souvenirs, qui vont apparaître dans la conscience s'ils ne produisent pas de déplaisir pour l'appareil psychique. Parce que des fois, c'est déplaisant pour le sujet, mais pas pour l'appareil psychique. D'accord? Donc, évidemment, nous pouvons tous être ce qu'on appelle sujets de l'inconscient. Sujet de l'inconscient. C'est-à-dire que nous avons tous la possibilité d'être psychanalysés. Alors, nous pouvons tous passer par le divan. Nous avons tous, dans le monde dans lequel nous sommes arrivés, si nous sommes tombés dans une famille avec des êtres humains, on va dire nous sommes tous psychanalysés, psychanalysables. D'accord ? Et donc, mais il faut bien évidemment accepter les conditions qu'exige cette expérience psychanalytique pour que le psychanalyste puisse écouter, pour que le psychanalyste puisse travailler, interpréter. Non ? Et que cette possibilité, ça va avant tout nous donner la possibilité d'apprendre à avoir une meilleure connaissance de nous-mêmes, non ? À agrandir cette connaissance que nous avons de nous-mêmes, non seulement chacun en particulier, sinon de nous-mêmes comme exemple de cet être humain que nous sommes. Parce qu'en fait, nous sommes, non ? Donc il y a bien sûr, à partir de là, des gens qui disent, non, moi, je ne préfère ne rien savoir, je suis bien qu'un, je préfère ne pas me compliquer la vie. Mais je préfère ne pas me compliquer la vie, c'est comme marcher un petit peu à côté de la vie, dans le sens où la vie, elle est complexe. Donc, ne pas vouloir se compliquer la vie, c'est vivre en marge de la vie, hein, parce que la vie est complexe, et pour avoir une vie humaine, avec toute sa complexité, on va dire, il faut accepter, en fait, les pactes qui privilégient cette possibilité d'être humain. Alors, il y a des pactes qui vont privilégier cette possibilité d'être humain, c'est-à-dire que, par exemple, je vis avec d'autres personnes,
Non, un être humain ne peut pas vivre tout seul. La complexité de la vie humaine, c'est sa relation aussi avec les autres. Et que d'une certaine façon, donc non seulement ça va me privilégier comme être humain, mais en plus ça va, on va dire, me soumettre. Bien évidemment que ce n'est pas que à partir de là, je vais gagner la liberté dont je rêve. Parce que ce qu'on va voir, c'est que notre liberté, elle existe, mais différente de celle qu'on imaginait. Non, et donc, si nous n'acceptons pas cette condition d'être humain, ben, obligatoirement, nous allons avoir certaines conséquences. Donc, je ne veux rien savoir de moi-même. Est-ce que c'est lié au logoterme grec qui veut dire la conscience? Alors, on va voir que le névrosé, par exemple, donc va payer les conséquences de sa non-acceptation d'être un être humain. Non, je veux rien savoir de ça, je ne veux pas me compliquer, donc je préfère ne rien voir, ne rien entendre, me faire passer pour une victime. Parce qu'après, il y a ça aussi, je ne veux pas me compliquer la vie, ça veut dire je préfère penser que ce qui m'arrive aussi dépend des autres. Non, et le malade organique aussi va tomber dans ses conséquences, c'est-à-dire qu'il y a cette bataille de l'être humain, non, entre ces différents désirs qui sont en jeu et qui sont en jeu sur le sujet et qui vont se manifester d'une manière ou d'une autre de façon mentale, on va dire de façon mentale, avec des obstacles pour la vie de façon mentale ou directement la maladie organique. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de vie parfaite. Nous allons tous avoir non, une maladie par-ci, une maladie par-là. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres humains caduques, que nous allons mourir. Donc, obligatoirement, qu'il n'existe pas de vie sans qu'il y ait de répercussions. C'est-à-dire, à un moment ou à un autre, nous avons face à cette fin de vie que nous avons, que certains ont pendant toute la journée, non, cette situation de fin de vie, cette mortalité qui nous accompagne toute notre vie, hein, à chaque fois qu'on la nie, cette situation, ça laisse une trace, on va dire. Hein. Donc, parce qu'on va voir que dans la société, donc, fin de vie, oui, ça c'est la fin de Sonia. Donc, on va voir que dans la majorité des cas, dans la majorité des cas, nombreux sont ceux qui vont choisir, on va dire, de réussir la victimisation pour les névroses. Pourrait-elle être la même expression que de victime en termes de criminologie? Non, ça n'a rien à voir. Donc, il y a bonsoir. Donc, on va voir que dans la majorité des cas, les sujets dans la vie dans laquelle nous vivons, les sujets, gada bonsoir, les sujets, en fait, cherchent à satisfaire les besoins, les besoins basiques de leur existence. Et, mais que dans le monde civilisé dans lequel nous vivons, en fait, on nous limite, nous avons une société et qu'après, comme d'une certaine façon, après nous sommes comme des émetteurs, non, nous allons aussi, comme on nous a limité, après nous allons prendre le poste et on va limiter aussi, non, la vie des gens qui nous entourent dans la mesure de nos possibilités, c'est-à-dire que limiter les sources de satisfaction, parce que donc l'écoute active permet de décrypter le trait de personnalité sujet pour les psychanalystes. Non, il ne s'agit pas de décrypter la personnalité. Non, on va dire qu'il s'agit que l'interprétation, le but de l'interprétation, on va dire, c'est de montrer au sujet, d'une certaine manière, les obstacles qu'il se met lui-même dans sa façon de penser, dans sa façon d'agir, non, les obstacles qui l'empêchent de vivre d'une autre façon. Non, mais il faut interpréter parce qu'en fait, c'est une articulation. Il ne s'agit pas d'un raisonnement, on ne va pas expliquer par un raisonnement au sujet, sinon que ça fait partie. Non, parce qu'il ne s'agit pas, là, il n'y a pas de logique dans l'inconscient. Dans l'appareil psychique, il n'y a pas de logique. La logique, la raison, tout ça, c'est quelque chose qui appartient à la conscience, pas à l'appareil psychique. Bien que la conscience fasse partie aussi de l'appareil psychique. Donc, je disais que nous vivons dans une société qui limite énormément, non, nos sources de satisfaction. Donc après, effectivement,
chacun fait ce qu'il peut pour essayer de trouver, non, une satisfaction, non, une satisfaction là où il peut, de la manière qu'il peut, non. Donc, mais que cette limitation, non seulement elle limite la possibilité de la satisfaction, sinon qu'elle limite aussi l'intelligence que nous pourrions développer sans ces limitations et notre capacité créatrice. Hein. Donc tout ça, ce sont des choses que... et donc tout ça, ce qui va provoquer, on va dire, que le sujet, d'une certaine façon, est non seulement... il est limité par les structures, par son appareil psychique, il est limité par sa morale et il est limité par la société dans laquelle il vit. Donc évidemment, nous avons besoin d'aide pour faire face à ces différents éléments qui nous empêchent de développer une vie, on va dire, une vie. Avant tout, l'anxiété chez les victimes, ça peut exprimer quelle tendance psychologique de la personne. Mais pourquoi vous voulez avoir des personnalités? Non? Qu'est-ce que c'est la personnalité? Non? L'anxiété chez les victimes. C'est quoi les victimes? Victimes de quoi? Les victimes, nous sommes victimes... ben non, justement, parce qu'avec la psychanalyse, nous devons abandonner cette position de victime. Nous devons apprendre à abandonner cette position de victime, mais pas pour se rendre responsable de ce qui nous arrive, ou de dire voilà, je suis responsable, parce que nous n'avons pas tous les pouvoirs non plus. Nous vivons dans une société où tout ce qui se passe, non seulement nous sommes entourés de personnes, et qu'en fait, ce que nous vivons, en fait, on va dire, nous sommes responsables de ce que nous vivons. Nous ne pouvons pas dire oh ben non, ça j'ai rien vu, ça appartient à quelqu'un d'autre. Non? À qui ça appartient? Si c'est moi qui le vis. Donc c'est pour ça qu'il y a une victime d'une agression sexuelle. Bah alors allez savoir. Non? Parce qu'il y a agression sexuelle, et comment, et surtout principalement, comment le patient va en parler. Parce que ce qui va nous intéresser en psychanalyse, c'est pas l'information que va nous donner la police sur les premières déclarations de la victime. Ce qui va nous intéresser, c'est comment la personne va nous en parler en séance. Non, parce que sinon, on confond tout. Alors, il y a l'information de la police qui a besoin, pour son travail, d'enregistrer de telle manière l'agression sexuelle. Et une autre chose, c'est comment le patient va nous en parler. Et comment, en plus, petit à petit, il va transformer sa manière d'en parler. Parce que ce n'est pas un souvenir. Les souvenirs, on va dire, les souvenirs se transforment. Nos souvenirs se transforment. On ne raconte pas toujours les souvenirs de la même façon. Donc si nous avons la possibilité, parce que ce que présente la psychanalyse, je crois que j'en ai parlé dans la vidéo de mardi dernier, que la psychanalyse offre cette possibilité de modifier le passé. Modifier le passé, parce que le passé qui est passé, il n'existe plus. Hein, il est où? Il n'existe plus. Donc le passé, c'est ce que j'en dis. Et là, c'est là où j'ai la possibilité d'apprendre et à voir que le passé, c'est quelque chose de différent. Que ce n'est pas ce que je pensais, que si j'ai d'autres instruments pour lire ces souvenirs, on va dire, peut-être que je peux en faire quelque chose de différent. Mais pour cela, bien évidemment, il faut, d'une certaine façon, s'approprier. Lorsque le patient présente des conflits avec son père, bah oui, mais ça, il faut analyser. Il faut passer et analyser, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut que le patient vienne en parler. Hein? Les conflits avec le père. Hein? Il faut en parler. Parce qu'en fait, les conflits avec le père, on va dire que c'est pratiquement tout le monde. Tout le monde a des conflits avec le père. Avec ce qui a été la fonction père, avec ce que représentait le père. Hein? Dans l'appareil psychique, pas dans la réalité. Vous pouvez avoir une très bonne relation avec monsieur le papa, mais avoir des problèmes au niveau psychique avec la fonction père, avec ce père que vous avez tellement idéalisé. Donc, il faut passer en analyse, Marouane, il faut passer en analyse. D'accord? Donc, c'est-à-dire que face à sa limitation, donc je disais que les limitations, elles existent à différents niveaux, eh ben, le sujet, ce qu'il fait, évidemment, face à ce manque de satisfaction, à ce grand manque de satisfaction, ce qu'il fait, c'est qu'il va produire des symptômes. Hein, des symptômes.
Donc, et la personne saine, avec une santé mentale, quand on parle de la santé mentale, ce qu'on voit en psychanalyse, ce qui est intéressant, c'est-à-dire que la santé mentale, ce n'est pas parce que je n'ai pas de maladie. La santé mentale, c'est parce que je m'occupe de mon mental. C'est parce que je fais un travail, et c'est ça la santé mentale. Donc ça ne veut pas dire que je ne veux pas tomber malade, ça ne veut pas dire que je ne veux pas produire un symptôme par-ci par-là, sinon que ça veut dire que je m'occupe de ma santé mentale, que je fais un travail. D'accord? Et donc c'est pour ça. Donc, et que on va voir aussi que la santé mentale va être victime n'est pas toujours de choses concrètes, mais surtout de choix antérieurs. Donc, on va voir que la santé mentale, une personne saine, on va dire saine au niveau mental, ben c'est une personne qui fait face donc et qui a, on va dire, le courage d'apprendre à se connaître, de découvrir cet être humain avec lequel il vit, parce qu'en fait, avec qui vous vivez. Ah mais je suis qui? Comment je fonctionne? Donc, c'est cet être humain. Je ne parle pas simplement de ce nom et de prénom qui est Clémence Lonis, ou alors un curriculum, on verra ce qu'elle a fait ou ce qu'elle n'a pas fait. Non, mais surtout ce qu'on va voir, c'est qui cette personne. Non, donc on va voir que la santé mentale, donc pour revenir un petit peu sur ce sujet, va permettre de créer en fait de nouvelles opportunités, parce qu'une santé mentale, c'est la possibilité de vivre dans le social, de pouvoir vivre dans le social, pas être en train de se disputer avec tout le monde, avoir des difficultés de relation, sinon de pouvoir vivre dans le social et de travailler dans le social pour produire des changements, pour produire des modifications. C'est-à-dire que la santé mentale produit de la richesse pour le sujet lui-même. C'est pas simplement parce que à chaque fois qu'on donne, non, c'est la manière d'avoir. Et ça, c'est quelque chose de très important. Les gens qui sont très égoïstes, ben, ils se sentent très pauvres. Parce que c'est seulement en donnant qu'on se rend compte qu'on a quelque chose. Si je ne le donne pas, comment je vais savoir que j'ai quelque chose? C'est une illusion si je ne le donne pas. Et donc c'est pour ça qu'on se sent pauvre, on se sent nul, on n'a rien. Ben, il faut savoir, il faut apprendre, on va dire, à produire cette richesse. Parce que la santé mentale, en fait, c'est produire une richesse pour des gens que je ne connais pas, comme vous, par exemple, où vous êtes plus ou moins 1000 personnes à écouter cette vidéo toutes les semaines, et je ne connais pas les 1000 personnes. Donc, c'est-à-dire, mais pourtant, moi, je m'enrichis de ce travail que je fais tous les mardis. D'accord? Donc, il y a un échange, on va dire, un échange qui se produit. Donner quoi? Donner quoi? Bah, par exemple, la possibilité d'écouter quelqu'un qui va vous raconter sa vie, qui va vous raconter ses trucs. Non, après, il y a beaucoup de manières de donner. Non, il y a beaucoup de manières de donner. Parce que donner, en fait, c'est sortir de soi-même, Céline. Sortir de soi-même. Hein? C'est-à-dire qu'il y ait des gens qui puissent vous utiliser, qui puissent... c'est vrai, quand ça se sent tellement mieux et tellement chanceux de pouvoir aider les autres. Parce qu'en plus, Molena, ce qui est intéressant, c'est que il y a des gens qui veulent pas être recevoir. Non? C'est-à-dire qu'il y a des gens, c'est pas que tout le monde est disposé à recevoir, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas recevoir, parce que quand ils vont recevoir, ils ont l'impression qu'ils vont devoir payer après, d'une manière ou d'une autre. Donc ils préfèrent ne pas recevoir, non? Donc, en fait, c'est donner ce que l'on n'a pas, mais dans le sens que, en fait, on l'a que quand on le donne. Hein? C'est en le donnant que je l'ai. Tant que je le donne pas, j'ai rien. Non? Donner, c'est d'office recevoir et s'enrichir. Nourrir notre intérieur. Oui, mais ça paraît un petit peu très égoïste. Non? C'est s'enrichir, recevoir, nourrir. Parce que moi, je pense aussi que nous sommes, avec le don, c'est la question de la dette. Exactement. Non? C'est en relation. C'est-à-dire que c'est parce que moi, j'ai reçu beaucoup que maintenant, j'ai l'obligation de donner beaucoup. Alors, donner pour celui qui veut bien recevoir. D'accord? On peut donner un simple sourire. Bravo Nathalie, bravo, vous avez écouté Céline, on peut donner un simple sourire. Non? Après, chacun donne non, dans sa manière, parce que donner de notre personne, on va couper un petit morceau de Sonia et on va le donner. Donc
Donc, ce qui est important, hein, c'est de se rendre compte que tout cela, ce que nous sommes ici sur cette vidéo, et ceux qui n'aiment pas donner sont égoïstes. Bah, ceux qui ne donnent pas sont égoïstes. Parce que si vous n'aimez pas donner mais que vous donnez, ben, peu importe que vous n'aimiez pas. Ça, c'est un autre problème. Vous pouvez le psychanalyser. Pourquoi je n'aime pas donner alors que je donne constamment mais je n'aime pas? Ça, on peut le psychanalyser. Ce qui est important, c'est de donner. Peu importe. Après, que nous, on aime ou on n'aime pas, qu'on soit content ou qu'on soit pas content, ça, c'est quelque chose de différent. Hein? C'est quelque chose, c'est différent. Je veux dire, c'est pas... On n'est pas obligé on n'est pas obligé d'aimer donner, on n'est pas obligé d'aimer les autres pour donner, on n'est pas obligé, non, qu'après tout ça, ça fait partie, on va dire aussi du discours du sujet. Parce que l'être humain, et quand on dit que c'est important de donner, c'est parce que l'être humain, en fait, comme il réprime, parce qu'en fait, quand on dit qu'il est complexe, l'être humain, c'est-à-dire donner pourquoi? Parce que vous avez reçu, Jalel, parce qu'on vous a donné beaucoup. Et comme on vous a donné beaucoup, que vous faites partie de cette chaîne humaine, maintenant vous allez, d'une certaine façon, donner pour montrer que vous avez reçu. Non, sinon c'est comme si c'est comme les gens qui n'ont pas d'enfants, non, comme s'ils bloquent la descendance, non. Donc, je veux dire, c'est pas que tout le monde doit avoir des enfants, pas du tout. Non, mais et nourrir l'intérieur de l'autre. Mais oui, mais on ne peut pas nourrir l'intérieur de l'autre, on n'a pas cette capacité-là. C'est l'autre, s'il veut s'alimenter, il va trouver ses aliments. Ou avec nous, ou avec quelqu'un d'autre. Non, c'est pour ça qu'on va dire qu'en psychanalyse, c'est le patient qui fabrique son psychanalyste. D'accord? Donc ça c'est aussi important, c'est-à-dire, Christine, bonjour. Donc c'est-à-dire que c'est vraiment, nous sommes dans cette chaîne humaine. Non, on a déjà fait référence un petit peu à la dette, mais bon, moi je voulais faire référence un petit peu au fait que l'être humain, ce n'est pas une rose, ce n'est pas quelqu'un de toujours gentil, et que c'est même un être humain qu'on a dû beaucoup réprimer, parce qu'en fait c'est un être humain. L'être humain, il est cruel, il est égoïste, il veut être unique, il a des difficultés à tolérer les autres autour de lui, donc et qu'il est agressif, qu'il peut passer à l'agression. Enfin, vous regardez la télévision et vous voyez ce qu'est capable de faire l'être humain. D'accord? Mais pas seulement. Pas seulement. D'accord? Et on va voir que la particularité, la richesse, Ikram, bonsoir, et donner, c'est aussi participer à la transmission. Très bien, Tifa. Exactement. Donner, c'est aussi participer, parce que donner, c'est aussi recevoir. C'est-à-dire que quand je suis capable de recevoir ce qu'on me donne, ne serait qu'un cadeau. On me fait un cadeau, non? Il y a des gens qui n'aiment pas. Ah non, j'aime pas quand on me fait un cadeau, on veut m'acheter, non? Par exemple. Non, on a fait un petit cadeau. Donc, c'est l'autre qui a besoin de donner. C'est l'autre qui a besoin de donner. Donc, on lui donne la possibilité de donner. Donc, par exemple, je pense au groupe de parole où il est possible de donner et recevoir des autres. Si les groupes de parole, si vous voulez. Mais la particularité de la psychanalyse, c'est que, parce que dans un groupe de parole, chacun regarde l'autre comme si c'était son miroir. Non? Donc Sandra, bonsoir, non? Donc c'est-à-dire que l'être humain, il regarde toujours les autres comme si c'était son propre miroir, comme si c'était... il n'a pas la capacité d'écouter l'autre sans se comparer, sans donner, c'est se rappeler qu'on a aimé recevoir et vouloir partager un instant de bonheur. Donc on va voir que la possibilité d'écouter les... Non, ces groupes de parole, c'est très bien, hein, Daniel, bonsoir, c'est très bien que ça existe, mais je veux marquer la différence avec ce que propose la psychanalyse. Parce que la psychanalyse, le psychanalyste, quand il écoute son patient, il ne se compare pas. Il écoute ce que dit le patient. Donc c'est pas qu'il va rentrer dans la vie du patient. Il écoute le discours du patient. Il écoute les mots. Et il a séparé les mots de la chose. C'est pour ça qu'il n'est pas obligé de souffrir avec le récit du patient. C'est pour ça qu'il n'est pas obligé de sentir par rapport au récit du patient. Parce que ce sont des mots qu'il écoute. Dans un groupe de parole, non, c'est la possibilité de raconter son histoire avec quelqu'un qui a vécu la même chose. Ah oui, toi, tu t'es arrivé ça, bon, non. Non, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas comparable.
C'est-à-dire ce n'est pas comparable. Non, que ça aura sa fonction. Ça aura sa fonction sociale, je n'en doute pas. Mais ce n'est pas comparable avec la psychanalyse. Non? Donc vous voyez là, il s'agit de faire des liens. Donc en psychanalyse, il ne s'agit pas de ça du tout. Donc on va voir que cet être humain qui, et que tous, en plus, parce que quand on dit cet être humain qui est cruel et égoïste, agressif, qui a des tendances criminelles, etc., non, bah c'est nous tous. Nous tous, nous avons ce genre de tendances. Donc obligatoirement, il va falloir les canaliser. Qu'est-ce qu'on fait avec ces tendances? On les exprime. Bah, on va finir en prison. Donc qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces tendances? Donc d'abord, il faut être capable d'en parler. D'accord? Avoir la possibilité de mettre des mots sur certaines tendances que nous avons et que nous préférons des fois cacher. Donner sans attendre de recevoir. Comme si on sème pour que les autres récoltent. Exactement, Chanel. D'accord? Ça, c'est... moi, je pense que ça, c'est quelque chose de qui est nécessaire à l'être humain. L'être humain civilisé, c'est celui qui est capable de ça. De donner sans rien attendre en retour. Hein, sans rien attendre. Donc, de toute façon, il y a, quand on donne, on va recevoir. Pas obligatoirement de ce qu'on attendait. Pas obligatoirement de la personne. Mais si on a cette dynamique, parce qu'en fait c'est quelque chose de libidinal, donner, c'est de l'énergie, non? C'est cette capacité de mettre l'énergie. Moi j'ai tout oublié ma vie pour être avec vous là pendant 1 heure. Et c'est cette énergie que j'utilise là qui va rentrer en jeu, non? On va dire, et qui va donner des résultats. Bénisse, bonsoir. Non? Qui va donner des résultats ailleurs. Pas obligatoirement avec les personnes qui participent ou directement. Non, non, qu'il va y avoir des résultats. C'est-à-dire que obligatoirement tout le travail que nous faisons, tous les travaux que nous faisons en général vont donner des résultats, mais pas obligatoirement là où on l'attend. Parce que le problème c'est ça. C'est que l'être humain il fait toc toc et il veut que ce soit la porte où il a fait toc toc qui s'ouvre. Non, non, je vais faire toc toc là, je vais faire toc toc là, puis un jour il y en a une qui va s'ouvrir où j'ai même pas fait toc toc. Alors faire les choses sans attendre de résultats précis, ça, c'est un apprentissage que nous pourrions tous faire et qui nous libérerait énormément. D'avoir la possibilité de donner sans chercher un résultat précis. Et ça, c'est un être humain avec un niveau de civilisation qui va pouvoir donc vivre d'une façon beaucoup plus librement. Et pour terminer, parce qu'il est pratiquement l'heure, on va dire, Simona, bonsoir, donc je voulais préciser que la psychanalyse, on dit que la psychanalyse, c'est un instrument libérateur, parce que parler, ça permet de mettre des mots sur des idées qu'on ne savait pas qu'on avait, donc on s'enrichit de nouvelles idées, parce que tant qu'on ne le dit pas, il n'y a rien. Alors, il ne s'agit pas de dire des choses qui nous sont déjà passées par la tête, sinon il s'agit de dire des choses, de se laisser parler, de se laisser prendre, comme dit Freud, d'observer les idées qui se présentent dans l'esprit et de les passer par la parole. D'accord? Voilà. Et les bénéfices d'apprendre à faire cet exercice sont énormes, on va dire, sont énormes. C'est-à-dire que de pouvoir parler, et que une des plus grandes satisfactions de l'être humain, c'est de pouvoir être écouté. Être écouté par quelqu'un qui vous écoute, bien évidemment. C'est-à-dire quelqu'un qui écoute ce discours particulier que vous allez présenter. C'est-à-dire que ce n'est pas obligatoirement quelque chose qui doit avoir un sens, ce n'est pas quelque chose obligatoirement que je veux que l'autre me comprenne. Non, c'est apprendre à parler avec la liberté. C'est comme être beaucoup plus créateur, non? C'est-à-dire avoir la possibilité de mettre des mots là où il n'y en a jamais eu. Mettre des mots là où il n'y en a jamais eu. Et donc là, s'agrandit. Mon univers s'agrandit. Merci, vous êtes encore 92 qui participent en direct. C'est un bel exercice et un art de s'effacer pour donner. Lequel, c'est quoi l'art de s'effacer pour donner? Parce qu'en fait, tellement vrai ce que vous venez de dire, donc parce que conclusion, en fait, tout le monde devrait faire une analyse. Bonne conclusion, Fabienne.
Ok, au revoir Martine, Sonia, des mots Bah non, c'est pas ça, ça va plus loin. Geneviève, Jalel, savoir écouter, c'est plus difficile que de parler. Après, il faut apprendre à écouter. De la même façon que dans une analyse, on va devoir apprendre à parler, ben, pour le psychanalyste, il faut qu'il apprenne à écouter. Non. Être écouté, c'est exister pour l'autre. Non. Pas en analyse. Non. Parce qu'ici, on parle de l'écoute, d'une écoute tout à fait spécifique, et une écoute qui appartient, on va dire, une écoute tout à fait particulière, qui est l'écoute du psychanalyste, qui n'a rien à voir avec un ami qui va vous écouter, avec votre maman qui va vous écouter. Merci Céline, Hakim, merci à vous, Jalel bien sûr, au revoir Carlos, Nathalie, allez, bonne fin de soirée, Stéphanie, au revoir, Isabelle, merci à vous. Donc, on continue la semaine prochaine avec un nouveau sujet. J'imagine qu'on va parler des rêves parce que c'est quelque chose qui vous intéresse énormément. Les gens ont perdu la capacité de parler et d'écouter. Mais est-ce qu'ils l'ont un jour eu? Non, parce que ça, c'est l'idée de que, Gada, merci à vous, l'idée de dire que le passé a toujours été meilleur. Parce que j'étais plus jeune, parce que j'étais plus belle, parce que la mort était plus loin. Non, faut voir. Allez, bonne soirée à tous, bonne continuation et à la prochaine fois. Allez, au revoir. Ciao, ciao.